Donc on est à l'après-midi du web, pas mal de sujets abordés cet après-midi, on va faire des Rex, de la tech, de l'UX, etc. Là on va commencer rapidement par de la tech, mais pour de la stratégie, savoir comment ce que nous apporte HTML5 et en fait comment on va pouvoir le décliner dans nos applications. Donc la première question à aborder c'est pourquoi est-ce qu'on va passer 20 minutes à discuter de HTML5 ? 18 minutes à parler de HTML5. En gros, ça apporte de nouvelles capacités qui étaient apportées avant que par des solutions propriétaires, globalement, propres à un OS, un navigateur, etc. Là, on généralise ces nouvelles capacités et du coup, on va pouvoir rendre disponibles tous les nouveaux usages. Donc, juste un petit peu d'histoire. On va pas refaire la session de la dernière fois. Mais voilà, dans les années 80, on était sur le web des documents. Globalement, c'était dommage. Voilà, mais il y avait de gros changements en fait. C'était des documents, on est passé après à la période des divertissements, fin des années 2000 avec la bulle et tout ça, les images, les vidéos, les médias, on s'en prenait plein la tête, et surtout la contribution de tous les utilisateurs. Et là en fait, on pourrait imaginer plein d'autres Internet D pour les années 2010, 2015, 2020, mais HTML5 en fait, et ces technos adjacentes CSS3 et le JavaScript vont nous apporter vers un Internet des applications au final, et on va se rendre compte que au final, nos clients légers vont devenir petit à petit des clients lourds. Donc quand HTML5 est arrivé, que ça a commencé à être implémenté dans nos navigateurs, on a vu des gros démonstrateurs arriver, la sortie d'une super expérience web par Arcade Fire et Google, où voilà, on avait de l'audio, de la vidéo qui marchait dans ces browsers sans techno propriétaire type Flash. Et aussi HTML5 Rocks par exemple, qui permettait de faire qui s'auto-présentait avec ses propres technos, des slideshows, des expériences directement dans le PowerPoint, dans le browser. Donc là, c'était vraiment des tours de force technologiques au final, mais c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On va plutôt faire un tour d'horizon de comment le HTML5 peut nous aider pour nos nouvelles applications, pour les usages dont on a vraiment besoin. Pour commencer ce tour d'horizon, on va parler un petit peu de sémantique, des nouvelles balises, et pas seulement, qui ont été apportées par HTML5. Donc là, on va vouloir qualifier plus fortement l'ensemble, au final, de notre contenu. Avant, on avait effectivement des petites balises sémantiques qui faisaient plus de la structuration que donnaient du vrai sens, en fait, son contenu. Là, on arrive avec des balises qui représentent un article. On était dans le web 2.0, on avait beaucoup de contributions. Il y a une balise article qui a été rajoutée. Une balise navigation pour l'accessibilité. On va rajouter aussi des rôles pour bien distinguer quelle est la responsabilité de chaque partie de notre site web. Encore une fois, pour l'accessibilité. Quelqu'un qui arrive avec non pas un navigateur visuel comme vous et moi, mais avec par exemple un navigateur en mode texte ou un lecteur d'écran pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Toutes ces petites améliorations sémantiques vont leur donner une meilleure expérience d'Internet qu'aujourd'hui. On va pouvoir aussi rajouter des petites données spécifiques, ça c'est vraiment très technique, ça va nous aider, plutôt que de mettre des champs cachés à droite, à gauche, masquer des informations dont on a vraiment besoin. On peut tout simplement les rajouter à notre structure HTML. Et on n'a plus besoin de faire ces petits tweaks, c'est maintenant officiel, on peut avoir des métadatas dans notre document. Une autre petite aide, là aussi pour l'accessibilité et pour d'autres objectifs qu'on verra un petit peu plus tard, c'est par exemple la nature explicite des champs de formulaire.
vous devez avoir par exemple un numéro de téléphone, une adresse email dans votre formulaire. Ben avant, on avait la validation côté serveur et puis on s'est mis à faire de la validation côté client. Et maintenant, on va avoir la validation côté browser. C'est directement votre navigateur qui va dire oui, ça c'est une adresse mail, ça c'est pas une adresse mail. Et ça enlève de la complexité au final pour le développement. Dernier point, micro-format. Là, on va vous demander un petit peu de patience puisque Maxime va en parler tout à l'heure. Et il vous expliquera tout ça en détail. Donc là, on rajoute un petit peu de sémantique. On va pouvoir jouer aussi avec du multimédia et des graphiques. Avant, dès qu'on voulait un petit peu de vidéo, dès qu'on voulait du son, il fallait passer par du Flash, principalement, qui était propriétaire, il fallait installer son plugin, c'était pas évident, c'était pas autorisé partout. Là, en fait, il y a une vraie volonté d'apporter tout ce contenu multimédia à l'utilisateur, puisque de toute façon, il fait partie d'Internet aujourd'hui. Donc, la bonne chose, c'est que l'objectif était aussi de s'aligner sur les codecs, faire un codec universel que tout le monde pourrait lire. Plus de prise de tête, j'ai pas telle plugin, il me faut telle version, etc. Comme toutes les histoires de standards, aujourd'hui, il y en a encore deux. Voilà. Personne n'est aligné, il y a encore deux versions, chacun défend un petit peu sa parcelle. Mais on y arrive. On a de l'audio, on a de la vidéo, donc ça c'est du contenu qu'on nous pousse. Euh, on va nous faciliter aussi la tâche pour le rendu de notre site web. Tout ce qu'a apporté CSS3, les coins arrondis, les ombres, les dégradés. Si vous avez fait du web depuis au moins 10 ans, vous avez tous fait du pixel art à faire vos coins arrondis à la main, vos ombres portées à la main, du spriting pour avoir des coins arrondis des deux côtés mais charger qu'une seule image parce que ça optimise la bande passante, etc. Tout ça c'est fini. Tout ça c'est rendu directement dans votre navigateur. C'est facilement versionnable, c'est dans un fichier texte, c'est super simple à partager, c'est super simple à modifier, on peut changer le template de son site en 30 secondes. Et on va en plus avoir des animations et des transitions. Passage de page à page par des transitions, des animations avec des éléments de votre DOM que vous allez pouvoir déplacer comme ça à la volée. Et on en vient à faire HTML5 Rocks qu'on a vu tout à l'heure, où on peut faire un slideshow avec des animations, avec des transitions, directement, sans techno propriétaire, directement implémenté par le moteur de rendu de votre navigateur. On va rajouter à ça le support du SVG, qui est un format d'image vectoriel, redimensionnable à volonté, de très haute qualité, qu'on peut facilement générer, par exemple, parce que c'est du XML tout simple, qu'on peut facilement partager, plus qu'une image. Donc ça apporte une haute qualité de visualisation. Et pour terminer, Canva 2D et 3D. Donc là, on voit l'image à droite. Maintenant, on est capable de jouer à Quake dans son navigateur. Comme ça paraît pas super intéressant, mais ça va nous amener petit à petit vers des interfaces riches. Ce qu'on faisait avant avec du Flash pour avoir un site à peu près dynamique qui puisse s'adapter aux inputs de l'utilisateur avec des animations, etc. Une visualisation 3D, visualisation 360 d'une pièce. Ben là, avec les Canva 2D et 3D, ben on va pouvoir aller vers ça. Un dernier focus sur un des nouveaux apports de HTML5, c'est le stockage et l'offline. Il y avait des initiatives qui avaient commencé, il y a un petit bout de temps maintenant, par Google, notamment Google Gears, qui pendant un temps ne marchait que sous Windows et après ne marchait que sous Chrome, pour garder en mode non connecté des informations essentielles pour pouvoir faire tourner des applications comme votre client Gmail. Maintenant, tout ça a été standardisé, c'est dans le HTML5. Vous avez du local storage, qui est du stockage clé-valeur simple. Voilà. C'est pour les petites données qui sont sauvegardées théoriquement indéfiniment, mais vous avez globalement 5 à 10 mégas de stockage, ce qui est quand même pas mal. Mais on peut aller encore plus loin que du simple clé-valeur en utilisant des index DB, qui est pour du stockage structuré,
un petit peu en mode document, comme on voit apparaître avec du NoSQL aujourd'hui, et qui remplace WebSQL. Puisque pendant un temps, Safari, Chrome implémentait un moteur SQLite dans leur navigateur. Et on pouvait avoir une base de données relationnelle dans son navigateur et faire des requêtes SQL directement depuis son navigateur, stocker tout ça en interne dans son navigateur. Et tout ça a été rendu obsolète par l'utilisation d'IndexedDB, puisqu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de tous ces aspects relationnels, qu'on n'allait pas s'amuser à stocker tout notre modèle d'un navigateur, mais simplement les informations essentielles. Et on pourra quand même récupérer les infos, faire des jointures à droite, à gauche, mais on n'avait pas besoin de toute la complexité de SQL. On préférait avoir des API plus simples à utiliser. Donc là, on stocke les données dans un coin. Ce qu'apporte le cache de fichiers derrière, c'est stocker directement vos ressources statiques pour pouvoir les réutiliser derrière en mode déconnecté. Donc, avec le manifeste, on déclare tous les fichiers à conserver. Donc, ça peut être vos fichiers HTML, vos fichiers JS, vos images. Donc, vraiment des ressources statiques. Le navigateur s'occupe, lui, de le conserver dans son cache. Et il aura la capacité de les requêter, même si vous n'avez plus Internet. C'est-à-dire qu'il pourra se dire, bon ben voilà, j'ai pas le net, donc je fallback sur mon cache de fichiers. Et si je l'ai, je le présente. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître du Gmail en offline sur votre iPhone, sur votre iPad, maintenant dans votre navigateur. Et c'est grâce à l'ensemble de ces mécanismes qui ont été au départ imaginés par des gens comme Google Gears, mais qui sont maintenant généralisés à toutes les personnes qui utilisent le moteur de rendu WebKit ou le Gecko de Firefox. Du coup, là on s'adresse à beaucoup de monde avec HTML5, CSS3, JavaScript. Ce petit trio là, il va nous permettre de faire des applications web riches comme on ne pouvait le faire avant qu'avec des solutions propriétaires poussées par des éditeurs. Là, on est sur des technos qui sont poussés par tous les grands acteurs du web. Google, Apple, Yahoo, Microsoft, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde avance sur HTML5. Et du coup, on peut parler d'universalité, ou presque, parce que forcément, c'est des moteurs de rendu différents, des roadmaps différentes. C'est du web, donc forcément, Firefox ne peut pas agir comme Safari, qui ne peut pas agir comme Internet Explorer. Mais on avance dans la bonne direction. Donc, comme je disais, Apple, WebKit pour mobile, WebKit pour desktop, implémente déjà la majeure partie des spécifications HTML5, CSS3, etc. Donc vous allez avoir le même rendu sur votre iPhone, sur votre Android, sur votre iPad, sur votre desktop. Vous allez pouvoir avoir le mode déconnecté sur votre ordi, sur votre iPhone. Windows aussi, BlackBerry également, qui utilise maintenant WebKit. Opera, qui a sa propre implémentation et qui est probablement le plus en avance sur ces technos par rapport aux autres acteurs. Et donc tout le monde va pouvoir profiter de ces avancées. Qu'est-ce qu'elles vont nous permettre? Peut-être de se passer de Flash. Parce que sur de nombreux points, l'audio, la vidéo, on n'a plus besoin de Flash. Avec les nouvelles balises, les codecs standardisés, tout le monde va pouvoir lire de l'audio et de la vidéo dans son browser. Preuve en est le dernier Guided Tour de Google Music, qui était en full HTML5, extrêmement complet, avec de la vidéo, des animations, des fontes particulières, etc. Donc c'était là aussi un tour de force technologique, mais ça prouve bien toutes les possibilités que ça nous apporte. Il y a un point qui n'est pas négligeable, c'est la publicité. Toutes les bannières aujourd'hui sur le web que vous trouviez étaient faites en Flash. Apple est arrivé, il a fait son Safari mobile qui ne lisait pas le Flash et qui n'allait jamais supporter le Flash. Du coup, tous les annonceurs perdent énormément de visibilité sur ces points-là. Et l'arrivée d'HTML5, CSS3, JS, vont pouvoir remettre les animations et vont pouvoir remettre les pubs que tout le monde adore sur vos iPhones, sur vos iPads, etc. C'est une bonne nouvelle. Dernier point, Flash est aussi bien connu pour ses jeux. Donc là, c'est
c'est un petit peu orange, parce qu'on a vu qu'on pouvait jouer avec Quake, mais c'est une initiative isolée, c'est pas forcément extrêmement évident aujourd'hui. Angry Birds, par exemple, est un exemple de jeu euh, en full HTML5, et du coup qu'on retrouve absolument partout. Voilà, on le retrouve dans Chrome, on pourra peut-être le retrouver dans Spotify bientôt, parce que ils lancent leurs applications aussi. Donc ça va pouvoir être répandu partout. On va pouvoir parler du natif aussi, versus le HTML5. Là, on peut penser natif iPhone, iPad, Android. On peut aussi penser natif sur le desktop. Parce que votre Gmail, aujourd'hui, il y a une extension qui permet d'avoir Gmail en offline en client léger lourd. Demain, il pourrait très bien être généralisé et votre Gmail de base pourra très bien devenir un client lourd de mail. Donc on a le hors ligne. On a tout ce qui faisait un petit peu la spécificité du natif, la géoloc. La géoloc fonctionne aussi très bien, il y a une API pour le HTML5. Le multitouch, là il est un peu orange parce que les implémentations ne sont pas forcément complètes. Mais ça aussi, c'est très bien supporté par les nouvelles API JavaScript. Vous avez le pitch, vous avez le zoom, vous avez les swipes, vous avez absolument tout le multitouch sur votre page web. Un différenciant encore, c'est l'appareil photo et la vidéo, mais ça, encore une fois, ça arrive. Il y a une API qui est en train d'être spécifiée par le W3C pour l'accès aux périphériques audio, vidéo de vos périphériques desktop et aussi mobile. On voit à droite, ici, ça c'est une des premières choses qui a été faite. C'est tout à l'heure on parlait des types de formulaires. Vous avez un input qui est de type téléphone, et bien Safari Mobile va vous présenter simplement le clavier téléphone, parce qu'il sait que c'est ce type d'input dont il a besoin. Pour l'adresse email, pareil, il vous présente le clavier qui ne représente que des caractères valides dans le clavier. Donc là, on améliore encore l'expérience d'utilisateur en précisant bien la sémantique de l'ensemble de notre page web. Encore un point qui est rouge ici pour les web apps, c'est la visibilité sur l'App Store. Ça, c'est encore quelque chose qui n'existe pas sur le web. Il n'y a pas d'App Store des meilleurs web apps du monde. Ça viendra peut-être. C'est peut-être une opportunité à saisir. Mais pour l'instant, c'est encore un des gros avantages du natif. Et ben voilà, parfait, ça sonne. C'était mon dernier slide. Est-ce qu'on va assister en fait à l'avènement d'une techno qui finalement va prendre les avantages de tout le monde, aura assez mûri pour au final répondre à beaucoup de besoins? C'est une question dont on reparlera très probablement. Il y a souvent des mails qui tombent sur la ML, sur HTML5. Est-ce que c'est pertinent dans mon contexte, etc. Et il y a de plus en plus de questions à se poser là-dessus. Gmail a sorti son application lourde pour iPhone pour justement sa messagerie Gmail. Mais pour l'instant, personne n'a identifié quels étaient les avantages, les atouts, la plus-value de cette application, alors que l'application web, en HTML5, CSS3, etc., répond parfaitement aux besoins d'un client lourd de mail. Voilà. Donc c'est des questions à se poser, et une techno qui mûrit aussi vite et qui est disponible sur autant de périphériques, laisse à réfléchir. Voilà. Je vous remercie.